Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 10 décembre 2024. Nous allons évoquer au cours de cette émission, dans la partie artistique, Jules Adler, un peintre dont nous avions vu une expo à la piscine de Roubaix, au temps béni où nous y allions. Et nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne au toc. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail artracaille@fr. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, plus grand que l'océan, brillant comme le firmament, sourire d'amour. Promesse à l'espièglerie, ça chante comme un chant fleuri. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Quand il est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'à côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te bourrer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près, c'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, aussi chaud que le soleil, la 8e merveille, sourire d'amour. Sucré comme du caramel, sentiment d'être immortel, ça stoppe les armes, ça tire les larmes. Le sourire d'amour. Quand il est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'un côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te bourrer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près, ouais, c'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, ça efface la galère, tu porterais la terre entière, sourire d'amour. Ce petit plissement de frimousse, c'est la vie qui éclabousse, et sacrilège s'il est en danger. Le peuple entier se lève, faut pas y toucher. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Le sourire d'un môme, Flo. Une chanson qui fait craquer les portes des placards. Faut plus de tout ça, faut plus de rien. Marre de tous ces impotents de la comprenette et de la bobinette chéra. Marre de ces chamboules tout, au nom de rien, au nom de tout. La France en a marre, marre, marre. Refrain connu. Qu'écris-je? Le monde en a marre, marre, marre. Mais, marre ou pas, on se les gave jour après jour, nuit après nuit, mois et années, siècle après siècle, depuis le monde organisé
des humanoïdes. Il y a bien eu des sursauts bien vite ratatinés par la soldatesque au service des tyrans. Et hier, comme aujourd'hui, les prix sont inchangés. En ce cher pays du collabo traînait, pour faire plaisir à ma camarade de combat, la douce France des exilés qui reviennent voir la petite gare de Nogent et ces braves gens de la Varenne. Elle est pas belle, la vie? Pour eux, oui. Pas pour ceux qui ont sacrifié leur peau pour nous libérer de la bochie. Quand les poules auront des dents, dites-vous, avec de bonnes raisons de le dire, leur bec suffit pour dépecer une des leurs. Poétique, n'est-ce pas? Tourne la bobine du film d'horreur à la mode de chez nous. Tiens, la Syrie vient de foutre à bas le régime monstrueux du Bachar par un ex-tirailleur d'Al-Qaïda. Faut-il en être optimiste? J'ai comme un doute qu'un loup, sous l'effet d'une prière, se soit subtilement transformé en Agnus Dei du Seigneur. Ayez pitié de nous, pauvres gogos errants, dans le désert depuis quelques dizaines de milliers d'années. Le sacrilège se ramène qu'à un, sur deux béquilles ingénieusement bricolées. « Halte là !» que dit l'allumeur de réverbère. Le temps n'est pas encore venu. Chacun sa route, chacun son chemin. Non, que dis-je, chacun son destin. Qu'il dit ce vieux schnock qui est toujours à la ramasse. La ferme, et retournons à notre balade romantique en toc. Non, bien sûr, pas question d'embarquer pour Valparaiso. Ho, ho, ho. Pas d'hier que ce rêve s'est carapaté et pas demain qu'il va s'en revenir. Tout sera fait pour l'empêcher. Brûlir pour des idées, d'accord, mais de Morlante, nous fredonnait le Georges. Nous avons retenu cette idée un peu folle, et depuis l'invention de l'école, c'est une lumière qui nous éclaire sur le chemin de la route du retour, mais pas celui des imbéciles heureux qui croient nous gouverner. Pas de petits cailloux blancs pour eux. Ils vont errer éternellement dans une obscurité grouillante de malveillance, comme dans celle dans laquelle ils nous ont fait errer depuis qu'ils existent. Plus de royaume, de dictature, d'homme providentiel. C'est celui qui le dit qui est. Faut plus de tout ça, faut plus de rien. La. Pour les autres, ceux qui suivent, les enfants. Pour qui l'autre? Un chiard, ça a dans les yeux toute l'espérance du monde. Un rien le réjouit, un rien l'attriste, un rien lui dit que c'est beau la vie. Alors pour continuer un petit peu sur ce billet d'actualité, grâce effectivement au site de l'UJFP et à tous les mails qui circulent sur le forum débat de l'UJFP, on a accès à quand même pas mal d'informations, de blogs et d'articles. Et là, ça concerne un historien israélien de renommée internationale, voilà, qui conclut que son pays commet un génocide à Gaza. Et il a couplé à un rapport méthodique. Il a documenté une longue liste de crimes de guerre perpétués depuis le début de l'invasion israélienne l'année dernière, à la suite donc des attaques menées par le Hamas le 7 octobre. Il s'appelle Lee Mordechai. Il est professeur associé à l'université hébraïque de Jérusalem. Et il a également bénéficié d'une bourse à l'université de Princeton aux États-Unis. Donc il a publié ce rapport qui s'appelle « Témoignage de la guerre Israël-Gaza » et il a 124 pages, 1400 notes de bas de page. Autant dire que c'est pas un travail d'amateur, quoi. Donc il travaille à partir de témoignages oculaires, de séances vidéo, d'articles, de photographies, de témoignages et de documents d'enquête, dont la plupart ont été enregistrés par des soldats israéliens. Et donc l'historien a produit ce que Haaretz appelle la documentation la plus méthodique et la plus détaillée en hébreu. Voilà, il y a également une traduction anglaise de crimes de guerre perpétrés par Israël dans la bande de Gaza. Donc parmi les incidents les plus choquants documentés par Mordechai, on peut citer la fusillade dont a été victime une femme palestinienne accompagnée d'un enfant alors qu'elle agitait un drapeau blanc, des jeunes filles affamées
écrasée alors qu'elle faisait la queue pour obtenir du pain. Oh. Un Palestinien de 62 ans menotté, écrasé par un char israélien. Et une frappe aérienne visant ceux qui tentaient de venir en aide à un garçon blessé. Donc on va pas faire un déballage de toutes ces horreurs qui sont absolument inaudibles. Mais voilà, la bande de données comprend des milliers de vidéos, de photos, de témoignages, de rapports et d'enquêtes qui documentent donc ces atrocités, où plus effectivement de 44 500 Palestiniens ont été tués pendant la guerre. Et Mordechai inclut également une section intitulée les médias, la propagande et la guerre, notant que la guerre actuelle a été, entre guillemets, facilitée par une mobilisation massive des médias pour façonner le discours en Israël ainsi qu'en Occident, dans des pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Moi, j'ajouterais la France. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, je mettrai peut-être un lien avec cet article, mais pour dire que c'est quand même des travaux comme ça, il y en aura de plus en plus, parce qu'il y a un moment où les journalistes pourront quand même à nouveau rentrer sur Gaza. Oui, pas tout de suite, mais on a quand même, là, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'un historien israélien, et tout ce qui vient de l'intérieur d'Israël est vraiment ce qu'il y a de plus convaincant et de plus fort, parce que ce sont des intellectuels, ce sont des chercheurs, donc on ne peut pas les accuser de quoi que ce soit, quoi. Il y a un travail documenté, et pour dire que ces soldats israéliens de Tzahal se prennent en photo en train de commettre les atrocités, c'est pour dire à quel point il y a ce sentiment d'impunité. En fait, c'est ça qui fait vraiment froid dans le dos, quoi. Oui, ce sentiment d'impunité ou pas de sentiment du tout, c'est-à-dire qu'ils sont complètement en dehors de toute humanité. Voilà, parce que je crois que le sentiment d'impunité n'est même pas pris en compte. C'est simplement qu'ils trouvent ça tout à fait normal de torturer, d'écraser des gens, de les massacrer, etc. Pour eux, c'est la routine, voilà. C'est pas une question, il n'y a pas de réflexion là-dedans. Ouais. Et effectivement, dans une annexe à son rapport, Mordechai explique pourquoi les agissements d'Israël à Gaza constituent selon lui un génocide. Voilà ce qui, entre guillemets, nous, Israéliens, devons dissocier la façon dont nous concevons le génocide, les chambres à gaz, les camps de la mort et la Seconde Guerre mondiale, du modèle figurant dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les camps de la mort ne sont pas forcément une condition sine qua non pour parler de génocide. Tout se résume aux actes et à l'intention, et l'existence de ces deux éléments se doit d'être reconnue. Dans les actes commis, on peut parler de tuerie, mais pas seulement. Il y a aussi les blessures, les enlèvements d'enfants, et simplement la volonté de limiter les naissances au sein d'un peuple donné. Ce que tous ces actes ont en commun, c'est la destruction délibérée d'un peuple. Ah, il est vraiment, vraiment super. Et toujours quelque chose qu'il ne faut absolument pas lâcher, c'est insister sur la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et là, ce 6 décembre, il y avait une grande journée d'action qui était coordonnée par la campagne unitaire. Donc à Paris, il y a eu c'est à l'annexe de la Bourse du Travail, il y a eu une grande conférence et il y a 200 personnes qui ont assisté. Et ça fait quand même chaud au cœur de voir que malgré toutes les sollicitations qu'il y a tous les week-ends, que ce soit la Palestine, Georges Ibrahim Abdallah et bien d'autres choses encore, il y a quand même toujours des gens qui se déplacent et qui sont là pour dire on lâche rien, quoi. Donc ce plan de bataille de la campagne unitaire a continué d'être un franc succès. Il y a eu beaucoup d'intervenants, il y a eu la CGT Énergie qui a co-organisé avec la campagne unitaire le meeting, il y a eu Saïd Bouamama pour son retour sur l'histoire du combat de Georges Abdallah et la centralité de la cause palestinienne, il y a quelqu'un d'Urgence Palestine qui était là aussi, il y a eu un point judiciaire, enfin voilà, il y a eu vraiment beaucoup de monde pour insister pour que le parquet finisse quand même par accepter cette libération de Georges Ibrahim Abdallah, quoi. Oui, c'est toujours le parquet qui bloque, c'est-à-dire le gouvernement. Voilà. Donc il va falloir qu'à un moment, parce que là il est vraiment libérable là, parce que ça, il y a plus. C'est terrible d'ailleurs que Moussa n'ait rien fait du temps où il était ministre de l'Intérieur. Mais lui il avait refusé de signer même. Parce que je me rappelle, j'étais allée, il y avait une manifestation qui était un rassemblement au métro Saint-Paul, parce que c'était, je ne sais plus dans quel lieu c'était, où ça devait être signé. Et donc là, il y avait un rassemblement avec les gens, le comité de soutien de Georges Ibrahim Abdallah. Voilà. Et c'est pareil, il y a eu dans un blog Mediapart, il y a un article justement quand même sur ce qui vient de se passer en Syrie, parce que même si tu dis que c'est quelqu'un d'Al-Qaïda, c'est pas une personne seule qui a fait tomber Bachar el-Assad, c'est quand même un ensemble de forces. Oui, non, mais le leader actuellement, celui dont on parle, c'est un ancien d'Al-Qaïda. Il faut aussi se méfier de ce qu'on dit sur les radios oui, dominantes. Bien sûr, mais on peut se méfier aussi
Est-ce qu'il a vraiment été chassé à ce moment-là, Je pense qu'il a... Bachar el-Assad, tu vois, s'il faut se méfier. Voilà. Donc effectivement, ce 8 décembre, donc voilà ce que dit ce blog Mediapart, ce 8 décembre restera dans l'histoire de la Syrie. Le despote Bachar el-Assad, qui est le fils donc de Hafez el-Assad, a quitté le régime, a quitté la Syrie pour aller se réfugier en Russie. C'est un pays qui a quand même été martyrisé pendant 54 ans. Pas par lui. Pas par lui, mais il y avait son père et lui. En fait, au départ, lui ne devait pas régner, c'est son frère qui devait régner, qui est mort dans un accident de voiture juste avant. Et en fait, lui faisait des études d'ophtalmologie à Londres. Apparemment, il passait pour quelqu'un de plutôt timide. Et visiblement, dès qu'il est arrivé en poste en Syrie, il a été même pire que son père, quoi. Quand on lit tout ce C'est un peu les timides, c'est un peu ça, leur réaction parfois. Hein. Voilà. Donc il y a des villes effectivement des villes où il y a des villes, où on a fait la fête. Il y a Homs, troisième ville du pays. Il y a des klaxons qui ont retenti. Il y a Hama, la tête d'une statue de Hafez el-Assad qui est tombée sur l'asphalte. À Dera, il y a eu des célébrations. Enfin voilà, toutes ces villes ont en commun d'être des symboles à la fois de la révolution syrienne de 2011 et de l'implacable répression du régime des Assad père et fils, quoi. Donc partout, le drapeau de la révolution, celui de la première république syrienne, vert, blanc et noir, la bande centrale ornée de 3 étoiles rouges, remplace celui de la Syrie des Assad qui avait des bandes horizontales rouges, blanches et noires et 2 étoiles vertes, qui était donc un drapeau honni par une grande majorité de la population. Et ce qu'elle fête, ce n'est pas la victoire du groupe Hayat Tahrir al-Sham, donc qui est composé notamment d'islamisme, qui règne sur la province d'Idlib depuis 2020, mais c'est surtout le fait que ce tyran soit tombé, quoi. Et ça fait comme quand là après l'article fait un peu le détail de tout, des emprisonnements, des tortures, des corps dépecés, enfin vraiment toutes les horreurs possibles et imaginables. On en est quand même. Il y a eu à peu près 100 000 disparus, 200 000 morts, 137 000 détenus. Donc effectivement, on comprend que les Syriens aient quand même envie de faire la fête et puissent, ceux qui sont, puissent avoir envie de revenir aussi dans leur pays. Et il y a une jeune femme qui témoigne qu'en fait, elle est née au moment de la... elle est née en 1970, l'année où Assad est arrivé au pouvoir. Elle dit qu'elle est née sous la peur, elle a grandi sous la peur, elle n'a connu que la peur. Et elle dit la peur, c'est comme si c'était un membre de plus sur mon corps, quoi. J'ai toujours cette peur qui est là et dont j'aimerais bien pouvoir me débarrasser un de ces jours, quoi. Donc il faut espérer qu'il puisse quand même se passer quelque chose, quoi. Enfin, c'est quand même une bonne nouvelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait toutes les puissances, les gens qui soutenaient la Syrie, en fait, n'ont plus soutenu. Donc, effectivement, la Russie n'a plus soutenu. Ils avaient demandé de l'aide au Hezbollah libanais qui n'a pas bougé, l'Iran non plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dictateurs tiennent tant qu'ils ont du soutien et qu'ils finissent en général tous par tomber et que peut-être un jour Israël tombera de la même manière. Parce que, oui, non, et peut-être que ce jour est proche. Voilà. C'est-à-dire que les alliés, au bout d'un moment, si demain les États-Unis finalement s'aperçoivent que c'est trop compliqué, plus leur intérêt. Voilà, c'est plus leur intérêt. Et avec Trump, tout est possible. Tout est possible avec quelqu'un comme Trump. Voilà, on n'est pas garanti à vie de rester en place et de rester impuni, quoi. Et alors bien sûr, nous on a complètement boycotté tout ce qui était inauguration de Notre-Dame, tout ce tralala auquel Macron pensait peut-être pouvoir tirer quelques profits. Alors je ne sais pas si Trump lui a pris la vedette parce que j'ai absolument rien regardé ni écouté son discours. Par contre, le seul point positif, c'est qu'il y a une réunion tripartite entre Trump, Macron et Zelensky et qu'effectivement, ça pourrait quand même peut-être déboucher sur une fin de la guerre en Ukraine qui soit pas miraculeuse parce que je pense que l'Ukraine perdra des territoires et que ça peut difficilement en être autrement, même si effectivement, c'est une acquisition de territoire par la force, donc en dehors du droit international. Par la violence. Voilà, mais finalement, le droit international, on voit bien partout... Il est KO debout. Voilà, il est bafoué pratiquement dans le monde entier. Donc, mais bon, si les Ukrainiens, si la guerre pouvait s'arrêter en Ukraine, ce serait quand même déjà une bonne chose. Et je mettrai un lien sur le Pascal Boniface que j'aime bien écouter là, de l'Iris, qui fait une analyse justement sur cette fin possible de la guerre et que c'était peut-être le seul point positif de ce qui s'est passé à Notre-Dame ce week-end, quoi. Ah oui, ça serait quand même un gros point positif. Sauf que malheureusement, dans le deal qui risque de se prononcer sur
qui risque de finir par un accord bidon, c'est que l'Ukraine va perdre ses provinces et ce qu'elle a perdu en 2014. La Crimée. La Crimée. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse, à croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. En Palestine, Michel Buller.